Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, vous présenter en quelques mots ? Jean-Louis Thériault, donc je suis député de la 3e circonscription de Seine-et-Marne. J'ai toujours su que je voudrais faire de la politique, mais j'ai tenu à avoir une vie professionnelle classique. J'ai été avocat dans un cabinet d'affaires parisien pendant une vingtaine d'années, également historien. J'ai commis quelques livres, dont un sur le général de Gaulle, le dernier réformateur, ou sur Margaret... 2018, absolument, ou sur Margaret Thatcher, une dizaine d'années avant. Mon engagement politique, il est dans mon territoire de Seine-et-Marne, dans mon petit village de Beauvoir, où j'ai été successivement conseiller municipal, maire de ma commune, conseiller départemental, vice-président, puis président du département de Seine-et-Marne et député depuis 2018, en ayant dès le départ, parce que c'était une évidence pour moi, fait le choix de m'engager sur les sujets de défense. J'ai été donc membre de la commission de la défense en 2018 et maintenant vice-président de la commission de la défense nationale. Et vous êtes membre du shadow cabinet ? Absolument, en charge de la défense pour le parti Les Républicains dans une période d'actualité, puisque nous sommes en pleine discussion de la loi de programmation militaire. Alors justement, on va évoquer le sujet de la défense, c'est le sujet, la thématique principale de cette interview. J'aimerais vous poser une question large pour commencer. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de l'armée en France ? C'est-à-dire quelles sont nos forces ? Comment aujourd'hui, quelle est la situation ? On va remonter un peu en amont. L'état des lieux, c'est que tous collectivement, hélas notre famille politique ne fait pas exception à la règle, nous avions cru, après la chute du mur de Berlin, que nous pourrions sans conséquence encaisser les dividendes de la paix, c'est-à-dire baisser les efforts et dépenser moins pour notre défense. Durant toute la période de la guerre froide, nous étions à peu près entre 3 et 3,5% du produit intérieur brut consacré à la défense. À la fin des années 2010, 2012, 2013, on était tombé à moins d'1,4%. Donc vraiment une baisse de la garde très importante. Nous avons toujours préservé, et ça il faut rendre hommage à tous les présidents de la République sans exception qui ont suivi ce qu'avait créé le général de Gaulle avec la force de dissuasion et la force de frappe, l'arme nucléaire. Nous avons toujours préservé la dissuasion, mais nous avions progressivement baissé tous nos moyens. Depuis les attentats terroristes de 2015 et la militarisation croissante du monde, le retour des logiques de puissance, il y a une remontée en puissance évidente qui vaut dans nos 3 armées, mais où nous gardons encore une armée relativement échantillonnaire, avec cette singularité en Europe qui peut quand même vraiment faire la fierté de la France, c'est que nous avons une armée d'emploi, une armée que nous avons déployée, qui a prouvé notamment en Afrique son efficacité, et ça fait notre singularité en Europe. Et aujourd'hui, on dit souvent la France, elle est capable de se battre sur tous les fronts, mais pendant quelques jours. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a gardé l'ensemble, comme vous venez de le dire, des disciplines militaires, si je puis dire, mais on n'a pas de réserve, on n'a pas de canon, on n'a pas de missiles plutôt suffisamment. Est-ce que s'il y avait un conflit, on pourrait tenir ? Qu'est-ce qui se passerait ? La question, c'est le conflit contre qui ? Ouais, c'est la question numéro 1. Avant de définir une politique de défense, il faut savoir définir quel est l'adversaire. Les propos alarmistes de certains extrémistes qui disaient qu'on a 3 jours de munitions, c'est faux. On a des stocks limités, les stocks sont classifiés, je ne vous dirai pas combien, mais très clairement, on n'en a pas assez, mais évidemment, c'est plus de 3 jours. Ce qu'il faut bien voir, c'est quel type de menace à quel type de menace notre pays peut être confronté. Il y a les menaces majeures contre les intérêts vitaux. Ça, c'est la dissuasion nucléaire, et on part du principe que ces menaces n'auront pas lieu parce que notre dissuasion nucléaire nous en préserve. Après, on est sur des menaces sur le continent européen, et on voit ce qui s'est passé en Ukraine, mais dans ce cas-là, parce que nous sommes dans l'OTAN, et là l'OTAN nous protège, de toute façon nous ne serons pas tout seuls. Nous serons en coalition avec ceux qui seraient sur la ligne de front. Je pense aux Polonais, je pense aux Allemands, évidemment, aux Américains. Là, ce que nous sommes capables aujourd'hui de faire, c'est d'être nation cadre au niveau corps d'armée en Europe, en ayant une division
d'engager dans le cadre de ce corps d'armée. Ce que j'aurais souhaité, si on avait mis davantage de moyens sur la défense, c'est que nous ayons les moyens d'avoir une deuxième division dans ce corps d'armée et d'avoir des moyens propres de soutien. Mais dans ce cadre-là et dans cette limite-là, et c'est ce que nous avons dit à nos alliés, nous sommes capables de le faire. Après, il y a un troisième champ de menace, c'est le monde plus éloigné, c'est la Méditerranée, et là on est quand même encore, notamment grâce à notre marine, une vraie puissance de Méditerranée où même seul on pourrait faire quand même beaucoup de choses. Et puis il y a la plus grande France, nos outre-mer, qui nous sont très chers, c'est une singularité française, nous sommes une puissance mondiale, présent dans le Pacifique avec la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, présent dans l'océan Indien avec la Réunion et Mayotte, plus nos bases à Djibouti et aux Émirats Arabes Unis, et puis évidemment présent dans la zone Caraïbe. Donc ça nous fait une responsabilité particulière, mais qui nous donne aussi la deuxième zone économique exclusive et qui est un multiplicateur de puissance tout à fait remarquable. Donc la situation par rapport à votre question sur les stocks, évitons le sensationnalisme, on se bat pour les augmenter, mais ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'à l'exception des États-Unis, et je vais mettre les États-Unis à part, la totalité des pays européens ont des stocks très limités, et la Russie même, qui pourtant avait planifié l'agression de l'Ukraine, au bout de 4 ou 5 semaines, s'est retrouvée à sec de munitions sophistiquées. Et c'est exactement ce que nous avions dit dans une mission parlementaire qu'on avait fait sur le retour du combat de haute intensité, c'est qu'on aurait une courbe de la conflictualité qui serait dans un premier temps en très haute intensité, qui ensuite, parce qu'on aurait vidé les soutes, amènerait à un combat beaucoup plus statique, une guerre de position, ça figurait dans notre rapport, et qu'ensuite l'enjeu serait l'enjeu industriel de la remontée en puissance. C'est exactement aujourd'hui... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que, en fait, on s'arme quand on entre en conflit et qu'on a vidé nos stocks. Enfin, on s'arme, mais si on reconstitue les stocks. Voilà, on reconstitue les stocks où il faut en avoir un minimum. Ouais, mais la réalité, c'est que aujourd'hui, un obus, au bout de 10 ans, la matière explosive perd une grande partie de ses capacités. Donc, stocker des centaines et des centaines de milliers d'obus pour que dans 10 ans, on soit obligé de les détruire, ça n'a pas de sens. Le vrai enjeu, c'est d'en avoir suffisamment pour gérer le premier choc, pouvoir s'appuyer sur des alliés et avoir des usines qui nous permettent rapidement de remonter en puissance. Oui, c'est ça. Le stock, en fait, est un stock qui nous donne le temps de reconstituer un stock. En tout cas, c'est l'idéal. Et c'est ce à quoi, et avec notamment les matières premières. C'est-à-dire que ça sert à rien de fabriquer les obus si on a les lignes de production pour les faire. En revanche, il faut être sûr qu'on ait des explosifs, et c'est un grand enjeu, qu'on ait des stocks de composants critiques, je pense, de composants électroniques qui sont nécessaires pour les missiles, pour être capable de les refabriquer. Je voudrais vous poser une question un peu détachée par rapport à la défense, ou en tout cas en parallèle. Aujourd'hui, on a un niveau de dette en France qui est énorme, qui fait que quelque part, on perd une souveraineté d'action, à la différence des Allemands qui ont été capables de dépenser énormément d'apporter plus de budget sur d'annoncer qu'ils allaient dépenser, mais ils n'ont pas su encore comment le dépenser. Voilà, et oui, ça c'est un problème, mais la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que notre situation budgétaire nous pose des problèmes en termes de souveraineté militaire, puisqu'elle nous empêcherait réellement d'investir en cas de besoin? Oui, totalement. C'est la raison pour laquelle, sur cette ELPM, j'ai dit c'est une loi raisonnable, ça n'est pas une loi historique, et c'est une loi raisonnable eu égard à l'état de nos dépenses, de nos finances publiques. La France, c'est 3 000 milliards de dettes, c'est 113% du PIB d'endettement, et la défense est globale. On ne peut pas regarder les choses que par la lorgnette du militaire. Quand vous avez un bel outil militaire, mais que vous êtes dépendant de vos créanciers et que vous êtes menacé par une crise comme la crise grecque, ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, si vous voulez, faut quand même se rendre compte de l'état dans lequel les gouvernements successifs depuis 2012 ont mis le pays. Aujourd'hui, la charge de la dette... Et c'est-à-dire les intérêts de la dette coûtent plus cher au pays que ce qu'on dépense pour la défense. Ouais. Et si on n'infléchit pas la trajectoire, on dépassera demain, pour nos intérêts de la dette, davantage d'argent que pour l'éducation nationale. Ouais. Donc évidemment qu'il faut rétablir nos finances publiques et mettre un peu plus d'argent à terme dans la défense, mais dans tout ce qui est le régalien, c'est-à-dire la défense,
la justice, la sécurité intérieure, police, gendarmerie. C'est le cœur de la responsabilité de l'État. Et c'est pour ça que dans un monde idéal, là on est sur une LPM à 413 milliards, dans un monde idéal, on l'avait chiffré dans notre mission parlementaire, il aurait fallu 450 milliards. Mais honnêtement, vu l'état des finances publiques, c'est pas très sérieux d'aller chercher. Donc aujourd'hui, avoir une vision et en tout cas une ambition pour la défense française, c'est en premier lieu revenir à des niveaux d'endettement beaucoup plus faibles et pour pouvoir redévelopper des manœuvres financières. Absolument. La mère de toutes les batailles, c'est la lutte contre l'addiction à la dépense publique. C'est la mère de toutes les batailles. Lorsque le général de Gaulle a redressé l'économie française en 1958-1961, la première chose qu'il a faite, c'était de remettre de l'ordre dans les finances publiques, et en disant que l'ordre dans les finances publiques, c'est l'ordre dans la finance mondiale, et que donc, c'est la puissance de la France. Quand vous dépendez de vos créanciers extérieurs, eh bien, vous ne pouvez pas avoir de marge de manœuvre. Et je vais vous raconter une anecdote. Vous savez que nous sommes dans un programme de coopération avec les Allemands sur l'avion de combat du futur, dans lequel nous rencontrons quelques difficultés avec nos partenaires, alliés, amis, mais qui ont aussi largement la politique de leurs intérêts. Et j'avais fait un article un peu épicé dans le Figaro, et des diplomates allemands n'étaient pas ravis. Et m'avaient fort gentiment invité à déjeuner pour m'expliquer que j'étais pas gentil. Ouais. Et à la fin, parce que ce que je disais était quand même assez juste, l'un d'entre eux a fini par me dire, mais de toute façon, vous ne pourrez pas vous le payer seul, et à la fin, c'est celui qui paye qui décide. Moi, je veux que ce soit la France qui décide, et donc pour que la France puisse décider, il faut que la France ait des finances publiques en ordre. Extra. Et je voudrais vous poser une dernière question anecdotique, mais quand on a interrogé un peu les militants sur cet entretien, beaucoup disaient, est-ce qu'on va avoir un deuxième porte-avions ? Alors c'est un peu une... Est-ce que c'est une possibilité un jour, ça, d'avoir un deuxième porte-avions ? En tout cas, ce serait souhaitable. Est-ce que, avec les finances publiques actuelles, on sera capable de se le payer ? J'ai un doute. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la date de décision du lancement ou non du deuxième porte-avions pour bénéficier des frais d'études du porte-avions nouvelle génération, c'est 2030. D'accord. Donc on a 5 ans devant nous, un peu plus, pour prendre la décision. Si on arrive à redresser les finances publiques, oui, on pourrait se payer un deuxième porte-avions, mais ça ne veut pas dire qu'acheter un bateau. Ça veut dire plus de navires d'escorte, les frégates qui manquent. Ça veut dire un groupe aéronaval un peu plus important, ça veut dire des marins en plus, enfin c'est un nouveau dimensionnement, mais qui serait théoriquement idéal, parce que ça nous permet d'avoir une permanence à la mer. Aujourd'hui, on a des arrêts techniques réguliers qui fait qu'on n'a plus de porte-avions. Mais là, on changerait de dimension, on assumerait vraiment notre dimension de puissance monde, mais vous savez, il y a eu un moment où on en a eu 3, le général de Gaulle a toujours voulu qu'on en ait 2, le Foch et le Clémenceau, et idéalement, il faudrait revenir à ce format-là. Après, si vous me demandez si on est limité budgétairement, est-ce qu'il vaut mieux un deuxième porte-avions ? Est-ce qu'il vaut mieux davantage d'argent dans le spatial, dans le cyber ou dans le corps de bataille aéroterrestre ? La question mériterait d'être posée. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on ait un peu plus de monde dans l'armée de terre, où là, c'est quand même elle un peu qui va souffrir de la LPM. En tout cas, la question mérite d'être posée. Mais oui, on en rêverait. Et toute dernière question, et après on termine l'entretien. Est-ce que la France peut se permettre, et c'est même pas financier, etc., mais on n'est plus la puissance que nous avons été. Est-ce qu'on peut encore, dans le temps, conserver une armée d'une grande puissance que nous ne sommes plus ? Je veux dire, est-ce que cette question plus à long terme existe ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, moi je pense que il faut être lucide. On ne sera jamais l'armée des États-Unis. Et par exemple dans la zone Indo-Pacifique, ou plutôt la zone Pacifique, s'il doit y avoir là-bas un affrontement entre les États-Unis et la Chine, nous serons nécessairement en deuxième rideau. Les Américains ont 11 porte-avions, c'est évidemment hors de portée pour nous. Après, c'est toujours la même question. Quels sont nos intérêts ?
quelle est la menace, quelle stratégie nous pouvons avoir. Je crois qu'en termes d'influence, en termes de puissance en Centre-Europe, on pourrait vraiment être une des nations importantes dans le corps de bataille aéroterrestre. Ça voudrait dire idéalement un corps d'armée complet avec ses soutiens. Du point de vue naval, on évoquait le porte-avions, on peut vraiment faire des choses, et probablement en limitant une partie de nos ambitions. C'est-à-dire, dans le Pacifique, on est là pour protéger nos territoires et éviter qu'ils ne soient contestés. En revanche, dans l'océan Indien, la Réunion, Mayotte, les EAU et Djibouti, ça nous permet de protéger les 3 détroits vitaux pour l'approvisionnement de l'Europe, que sont le détroit de Malacca, le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb. Est-ce que là-dessus, on est contesté ? Non, on n'est pas contesté en tant que tel. On est contesté sur les îles éparses au large de Madagascar et sur quelques petites îles. Mais c'est moins la contestation. Là, dans l'hypothèse d'un affrontement majeur avec la Chine, sachant qu'on a des points de la fameuse route de la soie, notamment des ports qui ont été acquis par les Chinois, si on devait être sur un affrontement majeur, la liberté de ces voies de navigation, nous pourrions aujourd'hui les assurer avec les Britanniques ou autres, mais en tout cas, on aurait vraiment un rôle de puissance à jouer. Simplement, ne cherchons pas un rôle de puissance là où ça dépasse nos moyens. Et c'est la même chose en Afrique. Ce qui est capital, et ça, on l'a sauvé dans la dernière LPM, c'est de garder notre réseau de base. On l'a vu, on a été capable, on a été la seule nation européenne à être capable de le faire. L'évacuation, l'opération Sagittaire au Soudan, où nous sommes entrés en premier dans un espace semi-permissif, où il y avait de la défense antiaérienne, on a réussi à le faire, on a été le seul à pouvoir le faire, nos alliés européens étant très reconnaissants qu'on l'ait fait, mais on a pu le faire parce qu'on avait des bases à Djibouti, au Tchad et l'ensemble de nos bases françaises en Afrique. Donc il faut garder notre politique de base, il faut garder notre rayonnement mondial et ça nous permet quand même de faire de beaucoup de choses. Après, nous ne sommes plus la France de Napoléon Ier, la France aux 100 départements qui allait d'Anvers à Rome. Extra. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.